On nous a menti. On nous a menti sur l'histoire de ce sous-marin qui visitait l'épave du Titanic. Et tu vas découvrir la triste vérité dans cette vidéo. T'as pas pu y échapper. Cette semaine, les médias nous ont abreuvés d'informations sur ce sous-marin perdu au fond de l'océan qui était censé visiter l'épave du Titanic, avec à son bord que des personnes richissimes. Et généralement, on avait droit à ce genre d'informations. Une dizaine de navires spécialisés, plusieurs robots sous-marins et des avions de surveillance. Des moyens de recherche considérables sont mobilisés pour tenter de retrouver le submersible Titan. La seule chose qui leur manque, c'est du temps, car l'appareil disparu dimanche arriverait maintenant à court d'oxygène. Moi, je pense que c'est trop tard puisqu'on arrive au dernier moment, c'est-à-dire à l'ultimatum final des 96 heures qui ont été données dès le départ. Parce que même si on trouve le submersible maintenant, on n'a actuellement pas de technologie, pas de moyens prévus pour le relever. Voilà 4 jours que le contact a été perdu avec ce submersible touristique pendant sa plongée vers le Titanic avec 5 occupants à son bord. L'océanaute français Paul-Henri Narjolet, 3 Britanniques et le patron américain de la société d'exploration OceanGate. Une entreprise pointée du doigt par plusieurs experts qui dénoncent des négligences en termes de sécurité. Ce submersible non homologué qui en était à sa 5e mission est seulement contrôlé par une manette de jeu vidéo à moins de $30. Et plusieurs anciens collaborateurs de la société ont critiqué la conception de l'appareil. La coque du Titan est principalement faite de fibres de carbone, qui n'est pas spécialement conçue pour les hautes pressions sous-marines. C'est une utilisation expérimentale et peu conventionnelle de cette matière. Les gardes-côtes américains qui coordonnent l'opération tentent de rester optimistes. En 1973, 2 hommes avaient été secourus 24 heures après que leur submersible était théoriquement arrivé à court d'oxygène. Ils avaient pu prolonger l'autonomie en restant allongés, sans parler pendant 3 jours. On a entretenu l'espoir, ce qui est humain. On se disait 48 heures, 24 heures. Non, on doit tout essayer. Et c'est vrai que en tant que public, tu vois, moi-même j'étais dedans, quoi. Je me disais non mais ils vont survivre, tu vois. On va les retrouver. Jusqu'à ce que je découvre la vidéo de James Cameron. James Cameron, c'est le réalisateur du film Titanic, plusieurs fois oscarisé. James Cameron, c'est aussi le réalisateur du film Avatar. Et James Cameron a dit que toute cette histoire médiatique était de la foutaise. Et voici la vérité de James Cameron. L'OceanGate n'aurait jamais dû faire ce qu'il a fait. Je pense que c'était assez clair et j'aurais aimé en parler davantage. Mais je pense que je n'étais pas au courant du fait qu'il n'était pas certifié. Mais je n'étudiais pas vraiment la question, je n'étais pas vraiment intéressé. Scotland Roche m'a demandé si je voulais participer cette saison. Mais je n'étais pas intéressé. Et il y avait beaucoup d'inquiétudes à propos de ce sous-marin. Beaucoup d'inquiétudes dans plusieurs domaines, mais je n'étais pas impliqué dans cela parce que je préparais Avatar 2 à l'époque. Mais beaucoup de gens se sont réunis et ont écrit une lettre pour dire « Vous devez être certifié, vous ne pouvez pas faire descendre les gens, c'est irresponsable et cela pourrait conduire à une catastrophe. » Lundi matin, lorsque j'ai appris la nouvelle de l'incident, j'ai fait un grand nombre d'appels et j'ai envoyé beaucoup de courriels. Et en l'espace d'1 heure et demie, j'ai obtenu les informations suivantes. Ils étaient en descente, ils étaient à 3500 pieds, ils ont perdu la communication et le suivi. La dernière information est là, la plus importante car le transpondeur utilisé pour suivre un sous-marin pendant la descente et sur le fond est un système entièrement autonome. Il se trouve dans son propre boîtier pressurisé et dispose de sa propre batterie. Donc, pour qu'il perde la communication et le suivi en même temps, il fallait qu'il disparaisse. Il n'y avait aucun doute dans mon esprit. Et pendant des jours, j'ai essayé d'exécuter d'autres scénarios dans mon esprit qui pourraient l'expliquer, mais je n'ai rien trouvé. J'ai donc décidé de contacter d'autres personnes à propos du réseau acoustique. Des personnes dans la recherche, des personnes dans le renseignement. Et on a eu la confirmation, dans l'heure qui suivait, qu'il y avait eu une forte détonation au moment où le sous-marin était dans le fond. Et les communications ont été perdues. Une forte détonation sur les hydrophones. Perte du transducteur ou du transpondeur. Perte de communication.
Je sais ce qui s'est passé. J'ai envoyé des courriels à une tonne de gens. Je leur ai dit qu'on avait perdu des amis. Le sous-marin a implosé. Il est en 1000 morceaux au fond de la mer. J'ai envoyé ça lundi. Je n'ai jamais cru en cette technologie de fibre de carbone enroulée. Vous savez, cylindrique ou trop cylindrique, je pensais que c'était une idée horrible. J'aurais aimé en parler avant, mais j'ai supposé que les gens étaient plus intelligents que moi parce que je n'avais jamais expérimenté cette technologie. Mais à première vue, c'était une mauvaise idée. Parce que nous fabriquons des trous de pression à partir de matériaux contigus, en acier, en titane, en céramique ou en acrylique. Il est donc possible de les modéliser. On peut faire une analyse par éléments finis. Et vous comprenez les propriétés d'élasticité, vous comprenez le nombre de cycles qu'il peut supporter. Mais vous ne pouvez pas faire cela avec un matériau composite, parce qu'il s'agit de matériaux trop dissemblables, qui sont en quelque sorte collés ensemble. Nous savions donc tous que le danger était la stratification et la défaillance progressive au fil du temps avec des infiltrations d'eau microscopiques. Et la fatigue, ce que l'on appelle la fatigue cyclique. Mais on savait que si le sous-marin passait son test de pression, il n'allait pas tomber en panne lors de la première plongée, mais peut-être au cours de la 7e ou je sais pas quelle autre. Mais on savait qu'au fil du temps, ça tomberait, ce qui est insidieux et ce qui n'arrive pas avec l'acier ou le titane. Maintenant, il y a une épave qui gît à côté d'une autre épave, pour la même foutue raison. Ce qui est choquant dans cette histoire, c'est le fait que plusieurs personnes avaient prévenu à l'avance. Ils avaient dit que c'était dangereux. Ils avaient dit qu'il fallait pas y aller. Et pourtant, le CEO a dit qu'il fallait y aller. Je pense que tu as sûrement vu passer cette vidéo du boss justement de ce sous-marin qui était avec une manette de jeu et qui disait « Ouais, c'est super facile, etc. » Bref, c'est choquant quoi. Et ce qui est encore pire, c'est quand humainement, tu te mets à la place des gens qui étaient dans ce sous-marin. Et tu dis « Mais qu'est-ce qu'ils ont dû ressentir ? Quelle a dû être l'émotion qui a traversé leur esprit quand ils ont compris que c'était la fin ?» Et à travers cette histoire, tu vois, qui m'a hanté cette nuit. Moi, cette histoire, elle m'a hanté cette nuit. Mais en est sortie une leçon de vie. C'est que lorsque tu prends un risque, faut être préparé. Au plus grand est le risque, au plus grand doit être ton degré de préparation. Je m'explique. Tu vois, James Cameron, celui qui parlait, en plus d'être un réalisateur, c'est un mec qui a fait des choses de malade dans sa vie. Notamment en 2012. Il a été le premier homme sur Terre à avoir plongé à plus de 10 000 mètres de profondeur dans les fonds Marianne. Fausse Marianne, excuse-moi. Fonds Marianne, c'est un autre scandale. C'est avec le sourire, un record et un sous-marin chargé d'échantillons biologiques et de prises de vue que James Cameron est remonté à la surface la nuit dernière dans le Pacifique. Le réalisateur d'Avatar et du Titanic a plongé à 500 km au sud-ouest de l'île américaine de Guam. Il a atteint le point le plus profond de la croûte terrestre. C'est un long trajet quand tu dépasses la profondeur à laquelle se trouve le Titanic, puis celle du Bismarck. Et puis tu vas jusqu'où les sous-marins de poche Mears peuvent aller et tu n'es qu'à la moitié du chemin, qu'à 2/3. C'est fou. C'est à bord de ce submersible que le cinéaste canadien a pu descendre jusqu'à 10 898 mètres de profondeur, jusqu'au fond de la fosse des Mariannes, connue sous le nom de Challenger Deep, une zone qui n'avait été atteinte qu'une seule fois, en 1960, par 2 hommes. James Cameron est le premier à s'y être rendu seul. C'est un habitué des explorations sous-marines. Il en a effectué 6 vers l'épave du cuirassé allemand Bismarck, coulé en 1941, et 12 vers l'épave du Titanic. Enfin bref, il est parti avec son sous-marin à plus de 10 000 mètres de profondeur. Ce qui veut dire encore plus loin que les 4 000 mètres de profondeur de l'Ocean Gate. Alors comment se fait-il que cet homme est parvenu à descendre plus bas sans avoir subi une implosion, tandis que les autres ont subi cette implosion ? C'est lié au degré de préparation. Le gars là, qui est parti et qui a ramené ses touristes, son sous-marin n'était pas aux normes, son sous-marin n'était pas homologué, son sous-marin n'était pas préparé.
à descendre plusieurs fois sous 4000 mètres de profondeur. Je crois qu'il était descendu 4 ou 7 fois, mais cette fois-ci, c'était la fois de trop. Il n'était pas préparé. Et c'est là que tu comprends qu'en réalité, dans la vie, c'est comme ça que ça marche. Si tu as un projet, si tu as une grande ambition et que tu veux y aller, mais que tu n'es pas préparé, c'est mort pour toi. Et souvent dans nos vies, tu vois, on a peur de prendre des risques. On a peur d'oser faire des choses. Parce qu'on manque d'audace, on manque de courage. C'est humain, parfois on n'a pas envie. Mais partir, tête la première, comme ce défunt CEO, c'est pas la bonne attitude. Lorsqu'on est face à quelque chose qui nous fait peur, quelque chose qui présente un risque, le meilleur moyen de l'affronter, le meilleur moyen de traverser cette épreuve, c'est d'être préparé au maximum. Et tu vois un gars comme James Cameron, il était préparé au maximum pour descendre à plus de 10 000 mètres de profondeur, ce qui est énorme. Et c'est ça que je voudrais que tu retiennes, tu vois. À travers cet épisode tragique qui fait mal, tu vois, parce que tu peux pas t'empêcher de t'imaginer être à la place des gars dans ce sous-marin. Comment est-ce que tu te serais senti, tu vois? Quelle aurait été ta réaction? On peut pas s'en empêcher. Mais à travers cette histoire, on doit comprendre un putain de truc. C'est que au plus le risque est grand, au plus on doit être préparé. Et quand tu comprendras ça, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi.